Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Quel père serait assez injuste pour donner plus d'affection à son fils bien portant qu'à celui qui est malade, pour préférer le grand et bien bâti au petit maigrichon? Les bêtes ne font pas de différence entre leurs petits, elles s'entendent pour les allaiter tous également. Les oiseaux ne font pas non plus de distinction quand ils donnent la becquée. Regarde Ulysse. Il est aussi pressé de rejoindre les rochers de sa chère Ithaque qu'Agamemnon les nobles murailles de Mycène. On n'aime pas sa patrie parce qu'elle est grande, mais parce qu'on y est né. Le respect de soi-même et d'autrui enseigné par la morale juive est la meilleure protection contre les terribles méfaits du monde moderne. En dépit de toutes les critiques, dira-t-on non sans raison sans doute, les mouvements pour la revendication des droits de l'homme ne cessent de s'amplifier, voire de se consolider du point de vue juridique et d'avoir d'audience sur le plan mondial, même si les tapages et les slogans font plus de bruit et de slogans que de résultats d'une part, et d'autre part si les fondements philosophiques, juridiques et historiques des droits du citoyen, de l'homme, etc., de la société démocratique, ont jamais été, à vrai dire, les soucis et les préoccupations des uns et des autres. On peut se demander même si les organismes et associations internationaux n'en font pas un peu trop en faisant d'impasse sur les devoirs et droits du citoyen, qui devrait déterminer le plus naturellement possible du monde ce qui est convenu d'appeler bonne gouvernance, droit de l'homme et bien-être social qui ne peut pas être défini uniquement comme ce qui est fourni par les gouvernants aux gouvernés, mais par les devoirs et droits de ceux-ci envers ceux-là et des deux envers leur peuple comme nous le verrons plus loin. Une chose est de prendre des textes et de proclamer des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant, etc. Une autre chose est également de les vivre et de les faire appliquer. Il est par ailleurs étonnant de constater la méconnaissance des apôtres des droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, des travailleurs, etc., de l'importance des 09 devoirs annexés à la déclaration du 05 Fructidor de l'an 3 qui établit un rapport indissociable entre le bon citoyen, les droits du citoyen et les droits de l'homme. Cette déclaration nous apprend qu'il ne peut y avoir de bons citoyens, droits du citoyen et droits de l'homme sans que les citoyens et les citoyennes ne soient d'abord bons pères de famille, bons époux, bonnes mères de famille, bonnes épouses, bons fils et bonnes filles, fidèles en amitié et comprenant bien qu'on ne doit pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fît et qu'il est nécessaire de faire constamment aux autres le bien que nous voudrions en recevoir. En d'autres termes, tout se passe aujourd'hui, ou du moins d'après les slogans des apôtres des différents textes codifiés et promulgués, comme si la loi de charité, l'amour paternel, l'amour maternel, la solidarité, etc., qui ne se décrètent nullement n'ont plus aucun sens pour personne. Tout se passe comme si on ne peut plus du tout faire confiance à personne en dehors des décrets, des textes de loi écrites. Tout semble tomber désormais dans le pervers du penseur professionnel, qui n'arrive plus à saisir de différence entre le penser et l'agir. Or, les conditions mêmes de pluralité des affaires humaines et les articulations phénoménologiques de la vie humaine active autorisent à chercher prioritairement à éduquer les hommes à partir de leurs notions communes, de ce qu'ils savent déjà, afin de pouvoir opérer les réformes nécessaires ou souhaitées à leur niveau. Ainsi je vois mal comment régenter ma mère, habituée à la vie de la campagne, milieu d'oralité, vie de solidarité et d'entraide, sur la question des droits de l'enfant. Je me souviens encore de sa colère noire du matin jusqu'au soir d'un jour du mois de juillet 2005 dont j'apprends la cause le soir rentré de service par une interpellation empreinte de colère. « Vous n'êtes dans aucune vie ici. » Et elle ajouta avec encore plus d'étonnement et de courroux, « Un enfant, un nourrisson qui ne sait rien faire encore ni parler, on le coiffe et on prend de l'argent. » Et pourtant le coiffeur n'a pris que 300 FCFA, soit moins de 457 €. C'est quand même une convention de Genève qui donne droit à tout travailleur à se faire payer pour tout travail accompli effectivement, et oblige tout bénéficiaire d'un service à payer l'exécutant. Or dans certains milieux paysans et d'oralité, Dieu sait qu'ils sont vraiment nombreux ces milieux même en plein XXIe siècle, où le travailleur ne peut même pas s'imaginer se payer par un tel service rendu. On peut donc dire que trop de droits de l'homme semblent reléguer la loi de charité, la loi de bienfaisance, la loi de la justice naturelle et la loi de la solidarité traditionnelle africaine hors de la sphère de l'existence humaine. Si tout relève de droit, ne fallait-il pas se mettre à avoir peur pour l'avenir de notre humanité ? En de pareils milieux, l'enfant n'a aucun droit.
Il ne saurait même pas revendiquer ni exprimer un quelconque droit. Par contre, il est porté par l'amour maternel et paternel. Dans de tels milieux, tout enfant est enfant et mérite d'être pris en charge. Il n'y a point à gloser sur quoi que ce soit. Ceux qui ont bien éduqué leurs enfants s'étaient-ils référés au texte des droits de l'enfant avant de le faire? Et ceux qui ont négligé l'éducation de leurs enfants, est-ce faute de n'avoir pas été initiés aux droits de l'enfant? Mais s'il y a culpabilité dans cette affaire, elle relèverait du code pénal ou du jugement de la conscience? En tout cas, Sénèque, le philosophe, pense qu'il n'y a pas pire malheureux que celui qui ignore le témoignage de sa conscience. La question des droits de l'homme me semble mettre l'humanité devant une interpellation cruciale. Quel humanisme promouvoir aujourd'hui? Sinon nous aurons beaucoup pris des textes, décrété des lois à propos des droits de l'homme, ce ne serait que de vœux pieux tant qu'on n'aura pas réappris à l'homme à être naturellement plus humain, bon citoyen, bon époux, bon fils, fidèle en amitié, fidèle à sa religion, fidèle à certaines valeurs traditionnelles des milieux paysans et d'oralité. On peut donc se demander également si en oubliant les conditions de pluralité des affaires humaines et des articulations phénoménologiques de la vie humaine, offrant beaucoup de possibilités de règlement des questions de bien-être social, de justice et de paix, les organismes internationaux n'en font pas un peu trop en prenant trop de textes et en légiférant trop sur la question des droits tout en oubliant que le peuple ou les droits du citoyen sont respectés, la question des droits de l'homme ne devrait plus se poser. Un état de droit devrait être en principe, un état de respect des droits de l'homme et de bien-être social. Savent-ils que la question des droits de l'homme relève de la question épineuse de savoir si la démocratie est le meilleur régime capable d'assumer les droits de l'homme? Savent-ils que les devoirs et droits du citoyen priment sur les droits de l'homme et les contiennent même en principe? Savent-ils que la question des droits de l'homme ne devrait aller sans celle de ses devoirs également? N'est-ce pas parce que chacun n'accomplit pas correctement ses devoirs d'être humain et social qu'il y a problème des droits de l'homme? Les organismes internationaux ne feraient-ils pas mieux de se préoccuper d'abord des devoirs de l'homme, qui devraient induire les fameux droits de l'homme? Les fameux droits de l'homme ne devraient-ils pas découler tout naturellement des devoirs de l'homme? Savent-ils enfin que la question des droits de l'homme relève aussi de la question de différents types de régimes politiques, et qu'en principe les questions d'état de droit, de bonne gouvernance et des droits de l'homme ne devraient pas se poser dans un État qui se déclare république, qui allie les meilleurs traits de la démocratie, de l'aristocratie et de la monarchie? En fait, les organismes et associations internationaux n'embrouillent-ils pas la question des droits de l'homme en la privilégiant par rapport aux devoirs et droits du citoyen qui les contiennent tout naturellement? Voilà autant de questions que soulève cette étude. Mon propos ici prendra donc en compte d'abord les dates les plus significatives relatives aux droits de l'homme, en rapport avec les événements les plus importants de leur époque respective. J'aborderai ensuite comment, ces époques de dates clés des différentes déclarations relatives aux droits de l'homme rappellent la question de la cité idéale chez Socrate, Platon, Aristote et l'oubli de l'autre comme un être issu des mêmes germes de vertu que nous, prônés par les stoïciens. Ce qui nous introduirait à la question des droits de l'homme comme justification de comme, malgré la tabula rasa, de la philosophie moderne et des Lumières héritées de Descartes, ne ferait que reprendre les préoccupations de Platon comme le soutient le philosophe allemand Ernst Cassirer. Au sujet de l'idée de droit et des droits inaliénables. Mais la réflexion n'oublierait pas non plus la question du fondement de la quête des droits de l'homme, afin d'enclencher avec la question de l'humanisme qu'il convient de prôner aujourd'hui d'une part, et d'autre part, si les droits du citoyen n'impliqueraient pas déjà ceux de l'homme. À partir de cet axe de réflexion, l'analyse regardera de près si bonne gouvernance, droits de l'homme et bien-être social ne devraient pas aller de pair le plus naturellement possible du monde avec un état de droit. Et c'est à ce niveau qu'il y aura aussi un essai d'explication des expressions droits de l'homme, bonne gouvernance et bien-être social, avec bien sûr la question des problèmes que soulève la définition étymologique de la démocratie par rapport à ce que c'est que le peuple, détenteur du pouvoir en régime démocratique. De la question des problèmes de définition du peuple en régime démocratique, nous passerons à la question sempiternelle du régime idéal, afin de parvenir à une société de paix et de bien-être social. En d'autres termes donc,
je propose en réalité d'appliquer à la thématique droits de l'homme un regard historique, philosophique et politique afin de permettre aux uns et aux autres de pouvoir dégager ces liens avec les devoirs et droits du citoyen, et la bonne gouvernance, qui devrait induire ce que nous appelons le bien-être social. Reste enfin la question des droits de la femme qui n'entraîne pas moins à sa suite des confusions de tout genre. La question des droits de la femme sera abordée dans la deuxième partie. Elle se confond même aujourd'hui avec militantisme féministe, avec le féminisme et avec la féminité. Une thèse sur la question de la féminité chez un philosophe réputé comme source de la technicité du vocabulaire philosophique, ne fait plus de différence entre revendication des droits de la femme, mouvement féministe et autres. Tout y passe sans embâge. Je propose de regarder de près comment il existe bien chez Sénèque le philosophe, une égalité naturelle homme-femme, et une égalité factice qui ne peut induire que la perte de la féminité et de certains privilèges liés à la nature de la gent féminine. Le propos prendra aussi en compte comment leur poids démographique peut bien constituer une cause d'ennui pour elles comme ce fut le cas à Athènes qui fut obligé de leur interdire le droit de vote et le port de leur patronyme par leur progéniture. Leur manque de parcimonie dans la gestion du bien matériel peut leur apporter d'ennui, comme ce fut également le cas à Rome où le tribun Voco-Saxa n'eut pas grand-peine à faire voter le Senatus Consulte, qui interdit d'hériter de plus de la moitié de l'héritage de leur père. Première partie, les droits de l'homme. Historique, origine philosophique et apport du christianisme. Introduction de la première partie. Qu'est-ce que la liberté ? Me demandes-tu. N'être esclave de rien, d'aucune nécessité, d'aucun hasard, et traité à armes égales avec la fortune. Du jour où j'aurai compris que je suis plus fort qu'elle, elle ne pourra plus rien contre moi. La première partie de cette investigation prendra en compte dans un premier temps comme en dépit de toutes les critiques les mouvements pour la revendication des droits de l'homme ne cessent de s'amplifier, de se consolider du point de vue juridique et d'avoir d'audience sur le plan mondial, même si les tapages et les slogans font plus de bruit et de slogans que de résultats d'une part, et d'autre part si les fondements philosophiques, juridiques et historiques des droits du citoyen, de l'homme et de la société démocratique ont jamais été, à vrai dire, les soucis et les préoccupations des uns et des autres. Nous pensons donc qu'interroger les dates clés et les penseurs inspirateurs des dits mouvements, c'est chercher à examiner s'il ne s'agit pas en fait du souci d'une cité idéale prônée par les philosophes de l'Antiquité et repris par le christianisme sous le très joli nom de la loi de la charité chrétienne, et qui a pour nom la bienfaisance, ou les bienfaits chez Sénèque le philosophe et les liens de la société chez Cicéron. Nous n'oublions pas non plus d'examiner l'indissociabilité de la question des droits de l'homme, de celle du régime idéal, et de celle de l'humanisme qu'il convient de promouvoir aujourd'hui, puisque la question vise la bonne gouvernance et le bien-être social, dépend surtout de la foi et du patriotisme des gouvernés et gouvernants d'une nation. 1. Quelques dates importantes. 1.1. Magna Carta, Bill of Rights et Habeas Corpus Act. Nous connaissons bien l'importance de la volonté de déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, dans la genèse des mouvements des droits de l'homme. Mais le droit anglais nous présente des précédents juridiques, dont certains remonteraient même au droit romain. On peut citer Magna Carta, rédigée en 1215 par des barons anglais afin de pouvoir défendre leurs prérogatives contre leur roi Jean sans terre. Le Bill of Rights de 1689 qui définissait les droits du Parlement face à ceux du roi, et accordait au sujet le droit de pétition. Le célèbre Habeas Corpus Act de 1679. Il s'agit d'un droit remontant aux Romains. Le prince d'Habeas Corpus dans le droit romain permet à tout accusé d'avoir ou de disposer de son corps, afin de pouvoir se présenter lui-même devant le juge. Dans le Habeas Corpus Act, la procédure pénale britannique donne le droit à tout accusé d'être entendu par un juge dans les 3 à 20 jours qui suivent son arrestation. Ces deux chartes britanniques ne nous paraissent pas assez en avance sur l'Antiquité et l'Afrique traditionnelle en matière de droit et des droits de l'homme, puisque le fameux Habeas Corpus Act remonte même aux Romains. 1.2. Les déclarations du 2 juillet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.